et on va commencer tout doucement le webinaire ensemble. Euh, Allez, let's go. Donc, c'est parti. Donc, aujourd'hui, le thème du jour, c'est qu'il faut savoir avant de louer son bien sur Airbnb. Donc, ça va être vraiment spécialisé sur la Belgique. Mais avant tout, je vais commencer par me présenter. Donc, pour ceux qui ne m'ont encore jamais vu ou qui ne me connaissent pas, je suis Jonathan Hendricks, je suis City Manager Liège et Bruxelles pour Mastéos. Donc, mon rôle est tout simplement d'aider nos investisseurs à trouver des opportunités, leur présenter des projets qui vont être rentables, qui vont répondre à leurs critères, aussi bien sur Liège que sur Bruxelles. Ça fait maintenant quelques années que j'investis à titre personnel donc dans l'immobilier. J'utilise différentes stratégies, que ce soit de l'investissement locatif, en faisant de la colocation, de la location courte durée, aussi bien que de l'achat-revente, l'achat-rénovation-revente. Donc j'ai vraiment un panel de connaissances assez large et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous partager mon savoir. Alors, on entend souvent que la location courte durée, c'est la stratégie la plus rentable. Et effectivement, lorsqu'on veut de la forte rentabilité, on a tendance à vouloir se lancer dans la location courte durée. On se dit, effectivement, je peux louer mes biens à un prix à la nuitée qui va être plus important. Et donc, je vais pouvoir optimiser ma rentabilité. Alors, c'est vrai. Mais il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention. Notamment, on va parler de fiscalité pendant une partie de ce webinaire, mais il y a également quelques critères à prendre en considération et on va les voir dans quelques instants. Alors, pour commencer, voici la liste des critères que je pense vraiment indispensables de prendre en considération lorsqu'on veut se lancer dans la location courte durée. Le premier, c'est tout simplement la fiscalité. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps maintenant parce que ça va vraiment faire partie, c'est le sujet qu'on va aborder en détail lors de la deuxième partie de ce webinaire-ci. Mais effectivement, il y a des règles fiscales à prendre en compte qui sont différentes d'une région à l'autre et on va voir ça juste après. Ensuite, il faut se renseigner sur le prix de la nuitée, c'est-à-dire à quel tarif est-ce que je vais pouvoir louer mon bien. Est-ce que c'est réellement intéressant que je parte sur une allocation courte durée? Est-ce que je vais être réellement plus rentable? Et donc, pour cela, il faut faire une analyse de marché, comparer avec la qualité du bien qu'on propose pour pouvoir fixer et déterminer un prix qui est cohérent avec le marché. Ensuite, le deuxième élément important, c'est de savoir est-ce qu'il y a un taux d'occupation. Quel sera le taux d'occupation? Combien de nuitées est-ce que je vais pouvoir louer par mois? Parce qu'aujourd'hui, proposer son bien en location courte durée, j'ai envie de dire, ce n'est pas la partie la plus compliquée. La partie la plus compliquée, c'est de pouvoir remplir son bien si on veut que ce soit rentable. Et donc, aujourd'hui, d'une région à l'autre, le taux d'occupation va varier. Il y a des régions qui sont plus propices que d'autres pour faire de la location courte durée. Et donc, c'est vraiment un critère que vous devez prendre en considération, c'est de se dire, OK, est-ce que si je mets mon bien en location courte durée, est-ce que je vais pouvoir le louer de façon récurrente et est-ce que ça va pouvoir me permettre de générer des résultats, en tout cas que j'espère obtenir lorsque je décide de me lancer. Un autre élément important, c'est le quatrième, c'est de savoir est-ce qu'il y a des centres d'intérêt à proximité. Ça rejoint un petit peu le taux d'occupation. En fait, les deux vont être liés l'un à l'autre, c'est-à-dire que si vous faites de la colocation courte durée dans une zone où il n'y a pas de demande, automatiquement, le taux d'occupation sera faible. Ici, l'idée, c'est d'avoir si on a des centres d'intérêt, on a des activités à proximité dans la région, on va pouvoir effectivement augmenter notre taux d'occupation parce que les gens ont un réel intérêt à venir visiter la région dans laquelle on se trouve et surtout, ils auront besoin d'y loger. Et alors, les centres d'intérêt peuvent être variés. On va pouvoir avoir des centres d'intérêt touristiques, on va également pouvoir avoir des centres d'intérêt économiques, c'est-à-dire qu'on a pas mal d'hommes d'affaires qui voyagent, qui ont des rendez-vous dans différentes villes et donc qui ont besoin de passer quelques jours sur place, des moments de courte durée. Donc voilà, il y a différents centres d'intérêt et ça, c'est extrêmement important de les prendre en considération avant de se lancer. Ensuite, c'est le critère de la localisation. Et ça, c'est le critère numéro un pour n'importe quel investissement immobilier. Il est important de voir si la localisation est bonne, peu importe le type de projet. C'est-à-dire que vous devez avoir une zone
où on va rejoindre un petit peu les points que je viens de citer, c'est-à-dire il faut des centres d'intérêt, il faut qu'il y ait une demande locative, il faut qu'il y ait une tension locative, et ça, c'est encore plus marqué dans la location courte durée, étant donné que s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de demande locative, votre bien restera vide, et alors l'investissement que vous pensiez faire en étant rentable ne le sera pas. Donc vraiment, cette analyse de marché, elle est extrêmement importante. Sixième critère, c'est la cible type. Qui va être votre locataire potentiel? Est-ce que vous allez plutôt cibler des touristes? Est-ce que vous allez viser justement des hommes d'affaires, comme je viens de l'expliquer juste avant? Est-ce que vous allez éventuellement viser, on a des médecins qui parfois se rendent en déplacement. Donc, voilà, qui va être votre locataire type? Parce que votre décoration, votre aménagement va devoir être adapté en fonction de la cible du locataire que vous voulez toucher. Donc ça, prenez le temps aussi d'analyser le marché. Est-ce que je suis dans une zone touristique? Est-ce que je suis dans une zone économique? Quels sont les besoins des locataires qui vont venir chez moi? Par exemple, je pense que quelqu'un qui vient pour travailler a besoin d'une excellente connexion Internet, a éventuellement besoin d'un petit bureau. N'hésitez pas non plus à donner une ambiance, un thème, si vous faites du tourisme par exemple, d'avoir des petites touches qui rappellent le lieu, la région dans laquelle vous êtes. Donc voilà, adaptez vraiment votre aménagement et les services que vous allez offrir à votre locataire potentiel. Ensuite, le septième point, c'est la gestion locative. Est-ce qu'il faut déléguer la gestion locative en location courte durée? Est-ce qu'on s'en occupe nous-mêmes? On va voir un petit peu ça à la fin de cette présentation. Mais effectivement, il y a deux écoles. Il y a les gens qui décident, les investisseurs qui décident de gérer eux-mêmes leur location courte durée pour économiser de l'argent. Et puis, il y a les autres qui préfèrent économiser leur temps. Et donc, ça va être assez personnel à chacun, mais on verra ça à la fin de cette présentation. Ensuite, le dernier point, ce sont les services. Et on verra que sur cette partie de services, il y a une taxe qui va devoir être payée. Donc voilà, il va falloir prendre en considération tous les éléments. C'est pour ça qu'on va beaucoup parler de fiscalité. Mais les services, ça va être notamment le petit déjeuner, la réception, donc l'accueil des gens, les sorties, ça peut être la mise en location de vélo. Donc voilà, il y a vraiment toute une série de services que vous allez pouvoir ajouter qui vont vous permettre d'augmenter le prix de la nuitée. Mais attention, il faut avoir conscience que sur ces services, il y aura une taxe à payer. On va le voir dans quelques instants. Donc ici, ce sont vraiment les 8 points qui sont principaux pour moi que vous devez absolument euh, étudier avant de vous lancer dans la location courte durée pour valider ou non votre projet d'investissement. On va voir maintenant ensemble le top 5 des régions pour la location Airbnb en Belgique. Alors ça, c'est basé sur des informations qu'on peut récupérer de nos partenaires, également sur notre ressenti et notre analyse du marché. Donc voyons ensemble quel est le top 5 aujourd'hui pour investir dans la location courte durée. Le numéro 1, bien évidemment, ce sont les Ardennes, les Hauts-de-Fagne. Donc, c'est une région qui est très touristique et je pense notamment à des villes telles que Durbuy, La Roche-en-Ardenne, Spa, Stavelot. Ça permet d'obtenir un dépaysement. C'est assez demandé notamment par les personnes néerlandophones qui cherchent à s'évader un petit peu. On a vraiment de très, très belles régions. Ça permet aussi, notamment dans les périodes hivernales, d'aller au ski. Notamment, il y a un petit peu plus de neige de ce côté-là. Donc, voilà, les Ardennes, les Hauts-de-Fagne, c'est une valeur sûre en location courte durée. On sait qu'on aura une demande locative qui est relativement intéressante. La zone numéro 2, c'est la région de Namur. Et quand j'entends Namur, je parle plutôt de Namur, Dinan et Astières. Astières, c'est un tout petit village qui ne coûte pas très cher et qui pourtant fonctionne très très bien en location courte durée parce qu'on a vraiment un dépaysement. C'est un endroit où les personnes partent même en vacances pendant une semaine ils n'ont pas la possibilité de partir à l'étranger. Ça coûte moins cher et c'est assez sympa. Il y a un cadre qui est très vert, très dépaysant, dans la nature. Et donc, ça fonctionne très bien. La ville de Dinan fonctionne très bien. D'ailleurs, euh, c'est une ville dans laquelle j'aime moi-même aller me dépayser. Et je connais pas mal d'investisseurs. J'ai eu la chance de les accompagner qui ont investi du côté de Dinan et pour qui la location courte durée cartonne tout simplement. Donc, voilà, ça, c'est une zone qui fonctionne très, très bien également. Numéro 3, bien évidemment, Bruxelles. Bruxelles reste une capitale, la capitale européenne. Il y a une activité économique qui est omniprésente sur Bruxelles. Il y a aussi beaucoup de tourisme. Donc, effectivement, c'est une grande ville, ça fonctionnera toujours.
Attention quand même que lorsque vous voulez investir dans la location courte durée sur Bruxelles, il vous faut certaines autorisations, notamment une autorisation touristique qui est de plus en plus compliquée à obtenir dans certaines communes. Et donc, ben voilà, prenez bien le temps de vous renseigner sur ces autorisations. N'hésitez pas également à me contacter hors cadre de ce webinaire pour avoir toutes les règles sur Bruxelles, parce que malheureusement, je n'aurai pas le temps de rentrer en détail pour chaque commune. Mais effectivement, Bruxelles reste une zone qui fonctionne bien pour de la location courte durée. Numéro 4, et bien évidemment, en tant que bon belge, la mer du Nord, pour un week-end, pour une semaine de dépaysement. Et je pense à des villes telles que Bruges, Knock, Ostende, Gand. On est un petit peu plus éloigné de la mer du Nord, mais j'ai quand même voulu l'ajouter parce que Gand est une ville qui est très chaleureuse, très touristique. On y retrouve énormément de très chouettes restaurants, de très chouettes quartiers. Et donc, ça fonctionne très bien. Et la mer du Nord, dès qu'il fait beau, on sait que les plages sont remplies, les bars de plage sont full. Et donc, avoir un bien alloué en location courte durée de ce côté-là, ça va bien fonctionner. Attention également que la mer du Nord, par contre, lorsqu'il fait moins beau, on risque d'avoir un petit peu plus de villes locatives parce qu'on a moins d'activité économique de ce côté-là. Donc, il faut le prendre en considération. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le top 3. Mais ça fonctionnera quand même très, très bien pendant les vacances scolaires. Mais sinon, de avril à septembre, on va avoir énormément de réservations. Ensuite, ma ville préférée, la ville de Liège, la ville dont je suis originaire. Et effectivement, on se rend compte que Liège fonctionne de mieux en mieux. C'est pour ça que je vais finir mon top 5 avec Liège. Elle n'est pas encore dans les premières places, mais par contre, on a une activité économique qui est en train de se développer très fortement. On a des quartiers qui sont très historiques à Liège, qui sont ciblés notamment par les personnes vivant aux Pays-Bas. On a également beaucoup de Flamands néerlandophones qui viennent à Liège. Et un critère important, c'est qu'on est situé à la frontière de 3 pays, donc le Luxembourg, l'Allemagne et les Pays-Bas, justement. Et donc, on a une activité économique qui prend beaucoup d'ampleur. On a également un aéroport international pour tout ce qui est cargo. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de demandes en location courte durée sur Liège. Et je pense que l'avenir est plutôt radieux à ce niveau-là. Donc, voilà le top 5. Évidemment, ça ne veut pas dire que les autres villes ne peuvent pas fonctionner. Je pense notamment à Anvers, qui fonctionne également en location courte durée. Mais voilà, il fallait faire un top 5 et ces 5 régions sont sorties du lot. Alors, abordons maintenant la fiscalité, qui est le point essentiel de cette présentation. Et on va commencer par quelques notions qui sont importantes, selon moi, pour bien comprendre les exemples que je vais aborder dans la suite de cette présentation. Le premier point au niveau de la fiscalité, on va parler de précompte immobilier. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de précompte immobilier. C'est tout simplement un impôt régional sur les immeubles. Qu'on fasse de la location courte durée, de la location classique, de la colocation, peu importe. Chaque bien possède un revenu cadastral et sur base de ce revenu cadastral indexé, on va payer le précompte immobilier qui correspond tout simplement à l'impôt. Et cet impôt va retourner, va être rétribué au profit de la région, des provinces et des communes. Donc, chaque entité va percevoir une partie de cette imposition. Et donc, ça, c'est le précompte immobilier, c'est la taxation la plus classique pour l'investissement immobilier. Et là, il n'y a pas spécialement de formalité particulière à remplir. Vous recevrez simplement un extrait de compte avec un montant à payer pour votre précompte immobilier. Et souvent, ils arrivent aux alentours du mois de septembre. Le deuxième point, c'est la TVA. Donc, la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Et c'est là que tout à l'heure, je vous parlais des services. Et en fait, sur les prestations de services, nous allons devoir payer de la TVA. C'est tout récent, ça a été mis en place au mois de juillet en Belgique. Et donc, aujourd'hui, sur tout ce qui est petit déjeuner, le fait de fournir des draps, en fait, tout ce qui va se rapprocher de services hôteliers va être imposé. Il y aura une TVA à payer. Alors, l'avantage de cette TVA, c'est qu'on va pouvoir la déduire, notamment en société. C'est encore plus facile, mais il y a une déductibilité de la TVA qui est due. Et au niveau des formalités, il va falloir simplement faire une identification à la TVA. Donc, il va falloir que vous obteniez un numéro de TVA et vous allez devoir remplir le formulaire 604A. Je vous conseille quand même, petite parenthèse, si vous vous lancez dans la location courte durée, c'est de bien entendu être en contact avec un fiscaliste
qui va pouvoir vous faire économiser beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est un service qu'on propose à nos clients qui veulent faire de la location courte durée, c'est de les mettre en relation avec des experts dans leur domaine. C'est quelque chose qui est pour nous essentiel, c'est d'être entouré des meilleurs. Et aujourd'hui, qui de mieux placé qu'un fiscaliste pour pouvoir tout simplement nous orienter, nous guider de la meilleure façon possible sur cette stratégie d'investissement qui évolue chaque année. Donc voilà, mais retenez que sur les prestations de services, effectivement, il y aura de la TVA à payer. Les conditions pour être soumis à la TVA, il y en a trois en Belgique. C'est la réception, c'est-à-dire accueillir vos locataires en présentiel, leur donner les clés, récupérer les clés. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est tout ce qui est linge de maison, donc drap de lit, essuie. Donc tout ce qui est linge de maison se rapproche du service hôtelier et donc il faudra payer de la TVA. Et ensuite, le dernier point, c'est le petit déjeuner. Donc, si vous fournissez un service de petit déjeuner dans le logement, ben, vous allez devoir également payer de la TVA sur ce montant-là. Par contre, si vous ne faites aucun de ces services, ce qui est tout à fait possible, il est tout à fait possible d'optimiser. Par exemple, la réception de vos locataires peut très bien se faire de façon automatique, avec des échanges automatisés, avec un boîtier à clé. Donc, c'est tout à fait possible de supprimer cet élément. Ensuite, pour le linge de maison, vous pouvez simplement prévenir dans votre annonce que le linge de maison n'est pas fourni, que les locataires doivent venir avec leur drap de lit et vous évitez également ce problème-là. Attention, il y a également beaucoup de locataires, de propriétaires pardon, qui disent ne pas fournir de linge de maison et qui le font quand même. Soyez prudents. Moi, mon rôle est de vous conseiller en vous donnant les informations. Si vous le faites et que vous vous faites attraper, ben, vous allez potentiellement être soumis à des problèmes. Donc voilà, vous pouvez jouer si vous le souhaitez, mais aujourd'hui, sachez qu'il y a un risque réel car l'État veut que vous payiez de la TVA sur ce service. Et enfin, pareil, le petit déjeuner, une alternative serait de proposer de chouettes endroits à vos locataires dans votre quartier et dire bah, écoutez, là, il y a des choses, faire une petite liste, tout simplement, tel restaurant, tel bar, tel endroit peut être assez sympa si vous souhaitez prendre un chouette petit déjeuner et pourquoi pas éventuellement mettre un partenariat en place avec un des établissements. Si vous avez beaucoup de locataires, bah, de dire quand vous préviennent de votre part, peut-être qu'ils ont un café offert ou autre. Ça, c'est à vous de gérer. Soyez imaginatifs, soyez créatifs. Mais voilà, si vous ne voulez pas payer de TVA, bah, évitez tout simplement ces trois services. Alors, il y a deux grandes écoles également sur la location courte durée. C'est est-ce que nous devons le faire en personne physique, c'est-à-dire à titre privé, ou en société? Je vais vous répondre à cette question en vous montrant des analyses de cas concrètes pour que ce soit un petit peu plus précis. Mais voilà, il y a deux écoles. Aujourd'hui, je reste quand même persuadé que le faire à titre privé reste pour le moment en termes de chiffres plus intéressant. Attention quand même que la location courte durée est vraiment au cœur des débats et qu'on se rapproche fortement d'une activité commerciale. Donc, est-ce que ce sera encore le cas dans 10 ans? Je n'ai pas de boule de cristal, mais aujourd'hui, en personne physique, ça peut être intéressant et en société également, mais l'imposition est peut-être un petit peu plus importante. Donc, voyons un exemple en société. Donc, ce qui est important à retenir en termes de caractéristiques, c'est que toutes vos rentrées vont être perçues comme du chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires donc, va être soumis à l'ISOC, c'est l'imposition des sociétés tout simplement. Le taux de taxation va varier entre 20 et 25 %. Ça va dépendre de votre société, de votre chiffre d'affaires. Donc, mais l'imposition des sociétés est de 20 ou de 25 %. Ensuite, si vous voulez sortir votre argent de la société, ben, effectivement, vous pouvez vous verser des dividendes, mais ces dividendes seront soumis à un précompte mobilier, donc une imposition de 30%. Et donc, ben, il va falloir prendre tout ça en considération si vous sortez l'argent. Par contre, si votre idée est de laisser l'argent en société, ben, on voit que ça peut être quand même intéressant. On ne paye que 20% d'imposition, on peut le réinvestir et continuer à faire fructifier son argent. Au niveau des formalités, pour pouvoir faire de l'allocation Airbnb en société, c'est assez simple. Il faut une constitution de société. Il faut que vous soyez identifié à la banque Carrefour des entreprises et au moniteur belge. Vous allez devoir publier vos comptes annuels. Vous allez avoir besoin d'une comptabilité régulière. Donc, je vous conseille, si vous le faites, de passer via votre comptable, tout simplement. Et ensuite, vous allez être obligé de prendre une sécurité sociale. Vous allez être assujetti à la sécurité sociale et vous allez avoir des charges qui sont récurrentes. Donc, il faut prendre tous ces éléments en considération lorsqu'on fera nos calculs. On va voir un exemple chiffré dans quelques instants. La deuxième école, c'est de le faire en personne physique, c'est-à-dire à titre privé.
Et là, il y a trois grands types de taxation qui vont se cumuler, c'est-à-dire qu'elles vont s'additionner les unes aux autres. Il y a la fiscalité immobilière qui concerne tout simplement le bâtiment. Il y a la fiscalité mobilière qui concerne vos meubles, parce que automatiquement, lorsque vous proposez de la courte durée, ben, vous n'avez pas le choix que de meubler votre logement. Et ensuite, ben, les revenus divers liés aux prestations de services qui vont être imposés avec de la TVA. Donc, en ce qui concerne la fiscalité immobilière, qui est sur votre bâtiment, ben, la base taxable, ça va tout simplement être votre revenu cadastral indexé de 40%, comme c'est le cas en location classique. Et sur ce montant-là, vous allez être imposé au taux marginal de 55%. Ne vous en faites pas, c'est assez technique, c'est assez chiffré. On va avoir un exemple concret pour que vous compreniez mieux dans quelques instants. En ce qui concerne la fiscalité immobilière, c'est ce qui concerne simplement la taxe, les taxes sur la partie meublée. Donc, la base taxable, vous avez deux choix. Soit vous faites une répartition actée dans le contrat de location et là, vous décidez de dire ben, aujourd'hui, la partie meublée de mon logement représente 10, 15, 20, 25% de mon loyer. Si vous ne faites pas de répartition claire et précise dans votre contrat de location, alors l'État va considérer que 40% du montant du prix de la unité que vous demandez correspond à la partie meublée et vous allez payer une taxe sur les 40% et vous allez pouvoir déduire 50% de ce montant-là comme étant des charges. Donc en réalité, c'est comme si vous alliez payer une taxe sur 20%. Et ensuite, sur ce calcul-là, donc sur les 40% moins les 50% ou sur la partie actée, la répartition actée dans votre contrat, vous allez encore payer 30% d'imposition. Donc ça commence, on voit quand même que ça commence à faire beaucoup de taxes. Lorsque on investit dans l'immobilier classique, en location classique, en colocation, aujourd'hui, pour le moment, on a des avantages fiscaux car on n'est pas réellement taxé sur les revenus réels, même si on en parle de plus en plus. Là, on se rend compte tout de suite que lorsqu'on parle dans la location courte durée, il y a des taxes et donc il faut les prendre en considération dans nos calculs de rentabilité. Attention, bien que ces taxes soient présentes, on reste quand même sur une stratégie qui est très rentable, qui permet d'augmenter fortement nos revenus, comme on va le voir dans un instant. Enfin, la dernière partie, ce sont les revenus divers liés aux prestations de services. Et là, on va simplement avoir une base taxable qui va être considérée comme 20% des revenus nets. On va pouvoir déduire les frais qui sont liés à ces prestations et on aura encore un impôt de 33% sur les 20% des revenus nets. Donc, voyons des exemples concrets pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc, on prend un exemple classique d'un Airbnb à Liège, donc en société. Et donc, on va avoir Paul qui loue 2 biens sur Liège en location courte durée. Le chiffre d'affaires, il génère 40 000 euros grâce à ses revenus locatifs sur ces deux biens Airbnb. Et pour faire simple, j'ai dit que le montant des revenus cadastraux était de 2 000 euros. Donc, d'un point de vue fiscalité, on va avoir un précompte immobilier qui sera de 2 304,90 euros par an à payer sur la partie précompte. On aura de la TVA, si on reprend donc, nos exemples, on va payer 6% de TVA sur notre chiffre d'affaires. Et ensuite, on aura l'imposition des sociétés à 25% qui représente 10 000 euros. Ensuite, là, je n'ai pas pu vous donner un chiffre précis parce que ça va dépendre du cas de chacun. Est-ce que Paul veut sortir tout l'argent? Est-ce que Paul veut sortir seulement une partie? Mais en tout cas, s'il veut sortir l'argent de sa société, il y aura une taxe sur les dividendes qui sera de 30% du montant qu'il souhaite sortir. Si on regarde la partie en privé, donc j'ai pris l'exemple d'un Airbnb à Bruxelles. Donc là, on a Charles-Henri qui loue 2 biens sur Bruxelles qui ont les mêmes revenus que Paul, 40 000 euros, les mêmes revenus, montant des revenus cadastraux pour que ce soit simple. Et ici, Charles-Henri a décidé de faire une ventilation des loyers, c'est-à-dire qu'il a fait cette répartition en disant que 80% de son loyer correspond à la partie immobilière et que 20% du prix qu'il demande correspond uniquement au meuble. Donc, il paiera une imposition sur ces 20%. Et ensuite, il dit également que 20% des loyers représentent des prestations de services, donc petit déjeuner, draps, etc. D'un point de vue fiscal, là, on voit que le précompte immobilier va être de 1922,23. Si vous souhaitez avoir les formules, envoyez-moi, laissez votre adresse mail dans le chat et je vous enverrai les calculs précis
pour que vous puissiez avoir une idée plus claire. Parce que le précompte immobilier, la taxation en réalité, vu que ça parle des régions, des provinces, des communes, elle est différente pour chaque région. C'est pour ça qu'on voit que par exemple, sur Liège, on avait un précompte immobilier plus élevé pour le même montant de revenus cadastraux et qu'ici, sur Bruxelles, on a un montant moins important. Au niveau de la TVA, on reste sur du 6%. Et alors, on a l'impôt des personnes physiques, où là, on va devoir payer 2 938,94 euros. On aura une taxe sur le mobilier qui va être de 1 200 euros, qui correspond à 20% des loyers qui sont pour les meubles. Et on repaye, si je reprends donc, mon exemple sur la fiscalité immobilière, 20% des loyers et 30% d'imposition sur ces 20%. Donc, ça revient à dire, pour pas que je vous dise de bêtises, une imposition de 30% sur 8 000 euros. Donc, on arrive à 1 200 euros et alors une imposition sur les services, donc les prestations de services, où là, on va payer 2 640 euros. Ce qui nous intéresse réellement et ce qui doit vous intéresser, ce n'est pas spécialement tous ces calculs que le fiscaliste peut faire pour vous. C'est d'ailleurs un fiscaliste qui nous a fait ces calculs sur ces études de cas concrètes. Mais au niveau des revenus nets, on se rend compte que donc Charles-Henri va générer 28 898,83 euros par an de revenus nets grâce à ces deux Airbnb, alors qu'en location classique, il en aurait perçu 19 200 euros. Ce sont deux biens qu'il aurait pu louer 800 euros par mois en location classique. Et donc 800 euros, je suis même parti sur 12 mois de loyer, je n'ai pas tenu compte de vide locatif ou autre, mais on voit quand même que la location courte durée lui aura permis de générer 50% de revenus supplémentaires qu'en faisant de la location courte durée plutôt que de la location classique. Voyons un dernier exemple. On repart du même principe sur Bruxelles, les mêmes chiffres pour que ce soit vraiment plus simple pour vous de comprendre la différence. C'est Kevin qui loue deux biens à Bruxelles, 40 000 euros de loyer, 2 000 euros de revenus cadastral. Il prévoit une ventilation des loyers, donc 80-20 comme Charles-Henri. Par contre, la différence pour lui, c'est qu'il ne fournit pas de prestation de service. Il décide d'automatiser le process de réception des clés et d'accueil. Il va automatiser la partie petit déjeuner en proposant des adresses plutôt que de fournir lui-même le petit déjeuner. Et il va simplement demander à ses locataires de venir avec leur drap de lit plutôt que de les fournir lui-même. On voit qu'au niveau fiscalité, les trois premiers montants, donc le précompte immobilier, la TVA et l'impôt des personnes physiques, restent exactement la même, car on est sur les mêmes chiffres. Par contre, la différence se fait qu'il n'y a pas d'imposition sur les prestations de services. Donc ici, on voit qu'on avait 2 640 euros d'imposition sur les services. Dans ce cas-ci, on se rend compte qu'il n'y en a tout simplement pas. On garde bien entendu notre taxe sur l'immobilier et on voit que dans ce cas-ci, Kevin va obtenir 31 538,83 euros au lieu de 19 200 euros en location classique. Donc, ce qu'on peut en conclure de ces trois exemples, c'est qu'effectivement, la location courte durée en privé reste pour le moment, a priori, toujours plus intéressante et qu'il y a vraiment moyen d'optimiser les revenus nets si on élimine ces prestations de services. Alors, bien entendu, c'est un exemple. J'ai voulu garder les mêmes chiffres pour faciliter cette compréhension parce que je voulais que ce soit assez simple. C'est un sujet, la fiscalité, qui est déjà parfois très lourd. Donc, je ne voulais pas que ce soit trop important. Mais comme je l'ai dit, laissez votre adresse mail dans le chat et je vous enverrai les calculs en détail pour que vous puissiez comprendre encore mieux. Et ce sera également l'occasion de discuter avec moi ou l'un de nos conseillers sur cette partie Airbnb. Mais en tout cas, éviter les prestations de services va également permettre d'optimiser tout simplement nos rentrées nettes. Le gros dilemme à présent, c'est de savoir est-ce que je vais faire de la location courte durée, est-ce que je vais déléguer la gestion locative de mon bien ou est-ce que je vais m'en occuper moi-même. Et là, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, il y a deux grandes écoles. Il y a une partie des investisseurs qui vont essayer de le faire eux-mêmes pour se familiariser avec la chose, pour éviter de payer, de perdre une partie de revenus locatifs, parce qu'effectivement, dans mes trois exemples précédents, je suis parti du principe que chacun s'occupait à titre personnel de la gestion locative. Mais aujourd'hui, selon votre profil, selon votre envie, est-ce que vous préférez gagner un peu plus et passer plus de temps à votre gestion locative ou l'inverse, est-ce que vous préférez gagner un petit peu moins mais totalement libre de votre temps? Ça, c'est à vous de choisir. Aujourd'hui, il y a des conciergeries qui fonctionnent très très bien,
qui permettent de faire les annonces, de faire les états des lieux d'entrée, de sortie, d'automatiser éventuellement la réception des clés. Donc, il y a des conciergeries qui fonctionnent très bien. Cela a un coût, mais ça dégage énormément de temps. Aujourd'hui, il faut bien avoir conscience qu'en gestion locative, il y a euh, si vous faites de la location courte durée, vous le faites à titre personnel. Cela va vous prendre beaucoup de temps. Vous allez devoir accueillir vos locataires potentiellement. S'il y a un problème, et c'est vous qu'on va appeler sur place, il y a une rotation de locataires qui est beaucoup plus importante. Les gens vont venir entre une nuitée, parfois quelques semaines, mais les gens ne resteront jamais des mois. Sinon, on ne parle plus de location courte durée, mais plutôt moyenne durée. Donc voilà, entre une nuitée et quelques semaines, ben, vous allez avoir quand même besoin d'être un petit peu plus présent. Donc moi, à titre personnel, en location courte durée, je préfère déléguer pour simplement optimiser mon temps et pouvoir faire quelque chose de plus rentable. Donc aujourd'hui, en moyenne, les prestations sur ce type de service, pour que vous ayez une idée, c'est aux alentours entre 15 et 18% hors TVA des revenus locatifs que vous allez devoir rétribuer à votre conciergerie. Donc ça, c'est vraiment libre choix de votre côté de dire je m'en occupe ou je délègue en fonction du fait si vous voulez gagner plus d'argent ou être plutôt libre en termes de temps. Le mot de la fin, on arrive déjà à la fin de ce webinaire. Comme vous avez dit, je ne voulais pas vous garder trop longtemps ici. C'est tout simplement que nous, chez Mastéos, on va vous accompagner dans votre projet et on vous accompagne au travers de toutes les étapes. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre un premier appel pour qu'on vous définisse ensemble votre projet, pour qu'on voit en fonction de votre situation actuelle ce qu'on peut vous proposer de plus adapté à votre situation, car chaque projet, chaque personne est unique et donc on essaie de vous fournir un service sur mesure en fonction de vos attentes, de vos besoins, de ce qui va être le plus optimal pour vous et donc les différentes étapes au cours desquelles on vous accompagne. C'est tout simplement votre investissement. Donc on va optimiser votre stratégie, on va rechercher votre bien, on va vous aider à obtenir votre financement. Ensuite, on va également vous accompagner sur la partie rénovation, c'est-à-dire qu'on va remettre le bien en ordre, on va optimiser l'agencement selon la stratégie d'investissement qu'on a décidé. On va également faire en sorte de tenir les entrepreneurs pour qu'ils respectent leurs délais, pour qu'ils respectent les budgets. On va également vous aider à optimiser la performance énergétique, qui est un gros sujet d'actualité et un sujet qui sera l'objet d'un webinaire très prochainement. Donc n'hésitez pas à suivre aussi notre actualité pour qu'on parle des travaux. On va obtenir des primes, on va vous aider sur la partie ameublement. Donc on va optimiser si on fait de la location courte durée. C'est un petit peu ce que j'expliquais en début de présentation. C'est qu'il faut adapter à sa cible type, à son locataire potentiel. On va optimiser l'ameublement dans ce sens-là. Et pareil, si on fait de la colocation. Donc voilà, on va vraiment vous accompagner sur cette partie ameublement et ensuite, bien entendu, sur cette partie mise en location et gestion locative, où là, on va essayer de faire gagner un maximum d'argent et de vous tranquilliser l'esprit pour qu'il y ait le moins de rotation de locataires et qu'on gère un petit peu les éventuels soucis qu'il pourrait y avoir. Mais aujourd'hui, notre but, c'est de vous aider à optimiser au travers de chaque étape. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à prendre un premier appel avec nous pour définir tout simplement votre projet. Je vais prendre maintenant quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, je vais tout simplement arrêter le partage d'écran et je vais répondre à ceux qui ont des questions actuellement. Donc, je regarde un petit peu, je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions. Je vois que certaines personnes ont laissé leur adresse mail. Mais écoutez, n'hésitez pas, de toute façon, comme je vous l'ai dit, ce webinaire va aussi être disponible en replay, donc vous pouvez le retrouver tout simplement sur notre chaîne YouTube. On va également faire en sorte de vous l'envoyer par mail à toutes les personnes qui ont participé et qui étaient inscrites à ce webinaire. Donc voilà, on va essayer de vous accompagner au mieux. On reste disponible pour vous, ça c'est hyper important. Et n'oubliez pas que depuis maintenant quelques jours, on a l'application Mastéos qui est également disponible pour la Belgique, où vous allez pouvoir, en vous inscrivant, retrouver tous les biens, tous les projets qu'on propose à nos investisseurs. Et donc là, vous allez avoir déjà toute une partie de nos biens et des études de cas concrets, des études de rentabilité. Donc ça se retrouvera sur la plateforme. Alors, je vais répondre à Alexis qui me demande, est-ce que tu conseillerais de fournir les services Alors, comme on l'a vu dans la présentation,
on voit qu'il y a quand même un intérêt fiscal de ne pas fournir les services puisqu'on va pouvoir optimiser. Et comme je dis, ça permet il y a pas mal de choses qui peuvent être automatisées. Le seul service qui, je trouve, être un petit peu délicat, c'est le fait de ne pas fournir euh, le linge de maison, les draps de lit. Je pense à quelqu'un qui a fait 2 heures et demie de route, qui arrive en fin de journée, qui est un peu crevé et en plus il va commencer à faire son lit. C'est déjà pas une tâche qui est agréable de le faire quand on le fait pour soi-même à la maison. Donc voilà, ça c'est le seul où je suis un petit peu plus dubitatif. Par contre, je pense que c'est tout aussi apprécié les gens qui viennent découvrir une région. Si vous leur fournissez de bonnes adresses sur la partie petit déjeuner, ils seront ravis d'en savoir un petit peu plus. Et sur la partie l'accueil, la remise des clés, on peut le faire de façon totalement automatisée. Donc, je te dirais, je ne recommande pas de fournir le petit déjeuner et je ne recommande pas spécialement d'aller accueillir vos locataires. Par contre, il y a plein de petites idées qui peuvent être faites, notamment faire des vidéos qui vont être envoyées de façon automatique en amont de l'arrivée dans votre logement, qui va être de dire tout simplement, ben voilà, vous faites un petit tour de l'appartement en disant, ben, ici vous trouverez, c'est là que vous avez tous les couverts, c'est là que vous pouvez trouver également éventuellement la bibliothèque, ou en tout cas toutes les informations qui peuvent être potentiellement utiles pour vos locataires. Ben, vous pouvez automatiser tout ça. Il y a plein de services qui fonctionnent très bien. Donc voilà, uniquement le linge de maison, ça c'est un petit peu le petit bémol si on ne le fournit pas en termes de service. Hop, je regarde. En tout cas, j'espère avoir répondu à ta question, Alexis. Mais écoutez, voilà, les amis, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais vous laisser profiter de votre journée. Il fait beau, profitez-en. Et si vous êtes au boulot, j'espère que vous avez apprécié passer ce moment en ma compagnie. Et je vous dis à très bientôt lors d'un prochain webinaire ou lors d'un échange téléphonique avec l'un de nos conseillers. Passez une bonne journée.